Bonsoir, merci d'être nombreux et nombreuses ce soir pour la deuxième séance du cycle philosophie de l'université permanente. Donc, ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Lilian Truchon pour cette deuxième séance. Donc, Lilian, vous êtes docteur en philosophie à l'université de Nantes. Vous êtes auteur d'une thèse sur le darwinisme en Chine. Vous avez publié il y a quelques années un ouvrage sur l'épistémologie matérialiste de Lénine. Et cette année est paru aux éditions d'Elga Hobbes et la nature de l'État. Et donc ce soir, vous allez nous parler de l'anthropologie politique de Hobbes. Et juste avant de laisser la parole à notre intervenant, j'aurais voulu vous dire, voilà, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à l'université permanente, notamment via Internet. Mais comme certains l'ont constaté, parfois le son n'est pas toujours au rendez-vous. Et pour ça, nous lançons une souscription. Et donc, vous pouvez envoyer vos chèques à la Fondation Gabriel Péry à Pantin. N'oubliez pas de préciser que c'est dans le cadre de l'université permanente, sera plus efficace. Et comme il n'y a pas de petit profit, n'oubliez pas que vos chèques sont déductibles de 66% des impôts. Je vous remercie. Le PCF a besoin d'argent. C'est à mon tour. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais intervenir ce soir sur le titre, c'est un peu modifié, c'est toujours sur Thomas Hobbes, et le titre, c'est Hobbes, matérialisme et politique. Alors l'anglais Thomas Hobbes, qui a vécu au XVIIe siècle, est un philosophe encore contesté de nos jours. Si on reconnaît unanimement qu'il est un des théoriciens majeurs de la pensée politique moderne, on le présente néanmoins très souvent comme un défenseur de l'absolutisme et de la raison d'État, et même un précurseur du totalitarisme du XXe siècle. Pourtant, sa théorie politique a influencé profondément la pensée des Lumières, celle par exemple de Jean-Jacques Rousseau et de nombreux protagonistes de la Révolution française, comme l'abbé Sieyès ou encore les Jacobins. Donc avec l'apport théorique de Hobbes, c'est l'idée moderne du citoyen qui s'impose, idée selon laquelle le peuple se reconnaît comme tel en vertu de son unité politique, au-delà de tous les particularismes, et contre les replis identitaires qui s'opposent à l'idée d'universalisme. De nos jours, il existe encore une grande méconnaissance de l'ancrage matérialiste qu'a voulu donner Hobbes à sa doctrine politique. Et c'est ce soir sur cet aspect fondamental de sa pensée que j'interviens. D'abord par un détour assez long, mais un détour nécessaire où j'évoque des éléments sur la place de Hobbes dans l'histoire de la philosophie politique, ce qui permettra de mieux apprécier son originalité. Ensuite, dans la façon dont le philosophe conçoit les rapports entre nature et politique, entre nature et convention. Enfin, en répondant à deux grandes idées fausses qui bloquent encore aujourd'hui l'accès à la cohérence de son matérialisme. Alors pour commencer, je rappelle brièvement ici que l'intérêt d'un matérialisme intelligent consiste dans la fidélité à un devoir de rationalité contre toutes les explications surnaturalistes, théologiques ou mystiques. Il s'agit de rendre compte des processus matériels sans exclure aucun des différents niveaux de la réalité des processus, et donc en englobant l'activité humaine. La démarche explicative de ce matérialisme implique une pensée des origines, de la généalogie et des engendrements. Et on va voir ce soir en quoi Hobbes fut un précurseur de ce type de matérialisme, en abordant les rapports existants entre l'idée de nature et le principe de souveraineté, deux notions clés qui délimitent toute sa pensée politique. Alors d'une part, la nature, c'est le premier mot qui apparaît dans Léviathan, l'ouvrage principal de Hobbes. Chez l'auteur, la nature désigne fondamentalement l'ensemble de la réalité concrète. À ce titre, et à l'instar de tous les autres corps naturels, l'homme est animé par un principe vital qui consiste dans la préservation de sa propre existence afin d'éviter
tout simplement le risque de mort. D'autre part, la souveraineté, qui est fondamentalement la réponse donnée par Hobbes à ce risque, c'est l'instauration d'une puissance publique qui prime sur les intérêts particuliers pensés par le philosophe comme naturellement conflictuels, voire comme destructeurs pour chacun, si on les laisse agir librement. L'idée de souveraineté est donc l'essence même de la politique pour le philosophe. Hobbes explique que c'est un artifice inventé par et pour l'homme afin de rechercher la paix et de remédier à l'impossibilité naturelle de préserver la vie, son existence à cet homme, à l'homme en général, dans la durée. C'est pourquoi l'idée d'artifice n'est nullement dévalorisée par lui par rapport à la nature, et l'une donc des problématiques fondamentales de Hobbes est donc la suivante. Expliquer en termes de genèse réaliste la naissance de l'artifice politique en englobant donc nécessairement le pouvoir d'invention et d'instauration de l'homme. L'enjeu de cette explication pour ce philosophe est de permettre de fonder des sociétés politiques viables et durables. Pour ce faire, Hobbes reprend un héritage philosophique qui date du 5e siècle avant notre ère et qui est même antérieur à cette époque de l'Antiquité, puisque une ébauche de cette question remonte jusqu'à la pensée présocratique. Cet héritage consiste dans le clivage énoncé par les sophistes grecs entre la nature, physis, qui donnera le nom physique, et d'autre part la loi, nomos. À ce titre, le sophiste Calliclès dit par exemple que la nature et la loi se contredisent, puisque selon lui, loi et morale ne sont pas fondées spontanément, mais proviennent de conventions humaines, toutes humaines, dont le but est de garantir des droits réciproques. Il s'agit, dans le fond, d'aboutir à l'entente pacifique et la défense mutuelle. Alors, si Hobbes adhère à cet héritage, à cette théorie qui relève déjà d'un contrat social, il s'oppose néanmoins à tout geste dépréciatif visant l'un des termes du couple d'opposés, c'est-à-dire la nature d'une part et la loi civile, la loi politique si vous voulez, d'autre part. Parce qu'au contraire, chez les sophistes, lorsqu'ils soulignent le caractère artificiel des lois civiles, puisque ce sont le résultat de conventions et donc elles ne sont pas spontanées, elles sont artificielles, c'est pour déplorer cet état de fait. D'après eux, la loi serait peu sûre puisqu'il faudrait la considérer comme une affaire d'opinion, à la différence de l'ordre immuable et certain de la nature. Cela implique, en quelque sorte, que le critère de vérité en politique est dissocié d'une connaissance portant sur la nature véritable des choses. Or, Hobbes rejette cette posture qui voit finalement dans l'artificialité des lois et des conventions le signe de l'arbitraire. Si les lois civiles, en tant que conventions, sont certes une création purement humaine, cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient sans fondement naturel. Et c'est là qu'intervient chez Hobbes une explication en termes de genèse matérialiste. Il s'agit donc, au bout du compte, d'une reprise chez Hobbes, d'une reprise critique de cet héritage, puisqu'il qualifie de positive la différence entre nature et loi civile. Positive, donc nécessaire. Hobbes est aussi, par ailleurs, un héritier critique lorsqu'il se positionne par rapport à d'autres personnages, d'autres penseurs qui avaient déjà repris à leur compte ce clivage, après les sophistes. C'est le cas, par exemple, d'Aristote, lequel, certes, ne réfute pas la distinction entre nature et loi, mais néanmoins réaménage ce clivage dans le but de naturaliser les hiérarchies sociales. C'est la fameuse thèse du zoon politikon. Les hommes sont des animaux spontanément politiques, qui donc accomplissent leur nature profonde en passant des conventions mutuelles. Dans ce domaine, l'opposition de Hobbes à Aristote est bien connue. Je le cite. Aristote rend par nature certains hommes dignes de commander, entendant par là la catégorie la plus sage à laquelle lui-même croit appartenir par sa philosophie, tandis que d'autres doivent servir, comme c'est le cas des esclaves. Ainsi, fin de la citation, ainsi rien n'est plus opposé à la pensée de Hobbes que cette justification de l'inégalité civile adossée à un droit naturel.
Si l'homme est un animal politique, comme le dit Aristote, pourquoi alors l'existence des antagonismes sociaux qui se traduisent la plupart du temps par des conflits politiques ? Pour le philosophe anglais, la position d'Aristote est le moyen finalement le plus sûr d'asseoir un pouvoir injuste, oppressif. En effet, un gouvernement sera sans doute toujours tenté de naturaliser son pouvoir en assurant au peuple qu'elle est conforme à la nature des hommes eux-mêmes. Contrairement à ça, Hobbes maintient l'idée salutaire, je trouve, que l'État, l'appareil d'État, est surajouté à la société et n'a rien de spontané. C'est donc une réalité contingente, ce qui ne signifie pas arbitraire. En effet, Hobbes considère que la contingence est tout à fait compatible avec la nécessité, à condition de faire l'économie du libre arbitre. C'est pourquoi s'il existe une doctrine de la liberté chez Hobbes, c'est non pas une théorie de l'indifférence en politique, ni l'idée d'une libre volonté, mais une théorie de l'émancipation qui se traduit par l'instauration d'un contrat social et finalement l'instauration de la souveraineté. Le philosophe s'oppose tout particulièrement, dans le même courant d'idées, à l'argument du droit divin, qui est dominant à son époque. Il faut rappeler que l'Église catholique se sert de l'argumentaire aristotélicien d'Aristote pour présenter l'État comme une sorte de remède terrestre, à la condition de déchéance originelle de l'humanité, depuis l'expulsion d'Adam du paradis terrestre. Cela a notamment été théorisé par Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, qui a donc harmonisé en quelque sorte les propos d'Aristote avec ceux de saint Paul, lorsque ce dernier déclare que tout pouvoir politique vient de Dieu finalement. En ce qui le concerne, Hobbes conteste cette évangélisation du domaine politique, tout comme il s'oppose d'ailleurs au providentialisme politique de Luther, le protestantisme, Luther qui s'accorde très bien avec la légitimation naturelle de l'État par l'Église catholique. Dans ce rejet de cette conception qu'on peut dire aristotélico-thomiste, qui était dominante à l'époque de Hobbes dans les universités et dans le savoir en général, Hobbes rejoint quelqu'un qui l'a précédé et qui s'appelle, bien connu, Machiavel. En effet, les deux ont en commun l'idée que si l'homme était naturellement un animal politique, il n'y aurait tout simplement pas besoin d'État. Et ce que l'on nomme politique n'existerait pas. Ainsi, vivre sous une puissance commune, la souveraineté, ne va pas de soi pour les deux philosophes, et n'est en rien donc quelque chose de spontané. Mais là aussi, ce qui est important, c'est se rendre compte de l'originalité de Hobbes par rapport à Machiavel. Tout comme il l'a fait avec l'héritage des sophistes et avec Aristote, Hobbes se démarque de Machiavel sur de nombreux points. Il refuse notamment d'assimiler la conduite des affaires politiques à une logique relevant de la raison d'État. Chez lui, en quelque sorte, il n'y a aucune ruse du politique qui vaille. Contrairement à Machiavel, ce n'est pas l'intérêt du prince qui prime, du souverain, mais l'intérêt des citoyens eux-mêmes. Par ailleurs, Hobbes n'est pas non plus en accord avec Spinoza, qui vient un peu après lui. Contrairement à Spinoza, Hobbes n'est pas d'accord avec le fait que le droit naturel s'étend aussi loin que la puissance. Même s'il n'est pas responsable de ce que l'on fait ensuite de ses idées politiques, c'est bien Spinoza et non pas Hobbes qui a influencé quelqu'un comme Boulainvilliers et sa doctrine réactionnaire de la force fait droit, ce qui annonce plus tard l'évolutionnisme philosophique du XIXe siècle avec le droit du plus fort et l'élimination des moins aptes. Ainsi, chez Hobbes, en réalité, l'organisation politique de l'État n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Il est conditionné par le salut du peuple comme loi suprême et garantie du maintien de la paix, de la sécurité et du bien-être de tous. À ce titre, il n'est sans doute pas excessif de dire que Hobbes considère l'État comme une sorte de communauté éthique. Ça déroulant hegelien ce que je dis, mais c'est une sorte de communauté éthique puisqu'il doit garantir l'existence d'une république des égaux. Chez Hobbes, il n'y a aucune glorification idéaliste de l'État, comme on le trouvera par exemple justement chez Hegel.
Comme je l'ai déjà dit, Hobbes maintient l'idée que l'État est une machine, un organe qui ne se résorbe pas dans la société, mais qui s'érige au-dessus des contractants avec leur consentement. La théorie de Hobbes n'est donc pas celle, par exemple, de Hegel, pour qui l'État est la réalisation de l'idée absolue, le moyen par lequel les hommes doivent prendre conscience d'eux-mêmes dans la découverte de leur essence d'être spirituel et éthique. Hobbes rejette donc toute transcendance en politique, que ce soit par rapport aux théologiens de son époque, que par rapport à quelqu'un comme Hegel plus tard. Il est l'un des premiers théoriciens à penser l'homme comme producteur de sa propre histoire. Alors quelqu'un comme Marx avait donc raison de dire que le philosophe anglais a fait partie de ces penseurs du XVIIe siècle qui ont forcé la théologie à prêcher le matérialisme en se mettant à considérer l'État avec des yeux humains et à déduire des lois naturelles, non de la théologie donc, mais de la raison et de l'expérience. Bon, en un certain sens, ici, il faut ajouter que Hobbes ne fait pas preuve d'une grande originalité quelque part. Pourtant, il adhère au paradigme scientifique de son époque, le mécanisme, c'est-à-dire une science nouvelle, une science générale des corps en mouvement, et qui a pour conséquence la réorganisation de tous les savoirs de l'époque selon une méthode rigoureuse, inspirée de la géométrie et de la mathématique. Cette nouvelle science n'attribue aucune connotation d'arbitraire à l'idée d'artifice. Dans un cadre de pensée mécaniste identique à celui de Hobbes, on trouve Descartes, qui souligne dans son ouvrage Les principes de la philosophie la continuité du naturel et de l'artificiel. Il explique qu'il ne reconnaît aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature compose seule. Toutes les règles de la mécanique appartiennent à la physique, à la nature, en sorte, dit Descartes, que toutes choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. À cette époque, même les justifications théologiques sont mises au service de ce mécanisme. Mersenne, par exemple, explique que Dieu veut que nous l'imitions en la production extérieure qu'il fait, c'est-à-dire la nature. Certes, on a trop l'habitude d'entendre dire dans les commentateurs ou même dans les cours de philosophie que ce mécanisme du XVIIe siècle s'est construit en rejetant complètement l'héritage d'Aristote. C'est vrai, effectivement, notamment pour ce qui concerne l'antifinalisme, qui devient à cette époque une condition méthodologique de la connaissance objective dans les sciences de la nature. Mais les novateurs, Hobbes, Descartes et d'autres, reprennent tout comme Aristote, certaines choses, ce que je voulais dire, c'est Hobbes fait partie de ces novateurs qui reprennent de façon critique l'aristotélisme. On peut même parler, certains commentateurs érudits parlent que le nouveau paradigme du mécanisme est une sorte de mécanisation des enseignements d'Aristote concernant la comparaison entre la nature et l'art. En effet, on assiste à une reprise des mots, même d'Aristote, lorsque celui-ci déclare que l'art imite la nature. Ce qui signifie que cette imitation de l'art, qui s'inspire de la nature, n'est pas une pâle copie, mais la capacité de pallier ce que cette nature seule n'a pas la puissance d'accomplir. C'est pourquoi le monde naturel demeure le modèle premier de l'artifice politique. À ce titre, on ne peut pas comprendre véritablement la célèbre introduction du Léviathan, l'ouvrage principal de Hobbes, qui dit que la nature peut être imitée par l'art de l'homme, sans ce bagage aristotélicien en fait, ni par ailleurs sans une référence dans le fond platonicienne relative à la vertu d'excellence de l'homme dans la nature. Avec l'héritage critique d'Aristote et de Platon, c'est chez Hobbes l'idée que l'artifice est un artifice correcteur qui permet de reconstituer dans la mesure du possible une harmonie comparable à celle d'un groupe animal qui, elle, est d'institution tout à fait naturelle, donc divine. L'État est comparé à une montre qui est fabriquée et ajustée pour répondre à un dérèglement passionnel de l'homme à l'état de nature. Alors, je vais bientôt parler de l'état de nature, bien sûr, mais il faut quand même dire que imiter et corriger donc la nature ne signifie pas produire une copie, comme je l'ai dit, en rabattant, en réduisant le registre politique sur le registre de la nature.
C'est-à-dire que Hobbes ne mobilise pas un modèle biologique, renvoyant au fonctionnement des sociétés animales comme la société des abeilles, mais à un modèle esthétique. Ici, l'adjectif esthétique renvoie à l'idée générale que dans le cadre des rapports entre l'homme et la nature, l'homme se présente face à la nature comme une puissance naturelle lui-même. Dans ce cadre, l'œuvre humaine se différencie de l'œuvre de la nature par le fait que les hommes font leur propre histoire, à la différence des animaux. Cette différence réside dans la capacité de travail créatif des hommes en fonction d'une fin préétablie et d'un système de valeurs. Par exemple, l'idée de beau. Comme le dira Marx dans le Capital, sur la différence entre le travail d'une simple abeille et le travail d'un homme, ce n'est pas que l'homme opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, il y réalise du même coup son propre but, dont il a conscience, et qui détermine comme loi son mode d'action auquel il doit subordonner sa volonté. Par conséquent, chez Hobbes, revenons à Hobbes, l'adoption d'un modèle esthétique signifie que l'invention de la politique est un processus qui a pour cadre les rapports entre l'homme et la nature, mais qui permet, puisque l'homme se trouve en même temps face à la nature et en elle, c'est un morceau de nature, un corps naturel lui aussi, et permet d'aboutir pour son propre bénéfice à une compréhension raisonnée de ce qui soude les sociétés animales, c'est-à-dire une puissance commune. À la différence de Platon, d'Aristote et de Descartes et des théologiens, il ne s'agit pas chez Hobbes, soyons clairs, d'une esthétique de type métaphysique. Une nouvelle fois, Hobbes se démarque d'Aristote puisqu'il ramène dans l'immanence, dans la nature des choses, la réalité concrète des choses, les questionnements qui étaient métaphysiques du philosophe grec. C'est ce qu'on nomme à l'époque une philosophie première, qui s'intéresse dorénavant avec quelqu'un comme Hobbes aux seules propriétés des corps naturels, à leur mouvement dans l'espace et le temps, y compris donc l'homme. Autrement dit, il n'y a pas de science conjuguée de l'être et du divin pour le philosophe anglais, à la différence du philosophe grec Aristote. Hobbes se démarque tout autant de Descartes lorsqu'il étend à tous les domaines du savoir le paradigme du mécanisme, là où son homologue français exclut de ce modèle mécaniste la substance pensante. Autrement dit, Hobbes congédie le domaine de la métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique, ce qui serait censé exister au-delà de la nature. Et au contraire, c'est une véritable décision anti-métaphysique qu'opère Hobbes. Elle est prise en vertu de l'adhésion à une conception unitaire de la matière qui conduit à traiter la différenciation entre nature et artifice en termes de médiation, de dépassement d'une situation d'origine. Autrement dit, en d'autres termes, le caractère artificiel de la condition politique, tel que le reconnaît Hobbes, ne provient pas théoriquement d'un geste de séparation absolue entre nature et convention politique, ni au contraire d'une réduction finale de la loi civile à la nature, comme l'a soutenu encore une fois Aristote. C'est encore moins le geste, ça correspond encore moins au geste d'une obligation transcendante, divine, qui nous dirait d'être politique selon la Bible. Pensez la différence en décidant dogmatiquement d'un moment de rupture ou au contraire, selon une continuité simple qui annule au final la différence, ce sont en réalité deux alternatives contraires qui s'opposent. Elles s'opposent en apparence, mais à chaque fois, c'est la vérité des processus qui se perd. Et donc, elle se retrouve dans cette perte de la vérité des processus, en figeant un moment, soit en réduisant, soit en coupant par un décret de rupture, nature-culture. Contre ces deux fausses alternatives, c'est une logique nouvelle que Hobbes oppose, concernant donc le conflit, dans le fond, conflit entre physis et nomos. Cette logique peut être formulée de la manière suivante. Tout artifice humain s'élève sur la base d'une nature et en provient. Je reprends ici les éclaircissements de Patrick Thor, qui est un historien des idées et le spécialiste de Darwin en France. En d'autres termes, l'instauration du politique s'érige à partir de ressources naturellement disponibles. Je vais aborder bientôt en quoi consiste
chez Hobbes cette ressource naturelle permettant aux hommes l'instauration du domaine politique. Mais avant ça, il faut évoquer le fait que les commentateurs actuels de Hobbes sont loin d'être corrects par rapport à cette question. En effet, s'il souligne à juste titre le fait que le philosophe anglais dit qu'il faut sortir de l'état de nature, ils sont en revanche beaucoup plus discrets lorsque le philosophe dit en même temps que les lois civiles sont la poursuite des lois de nature. Et ici, avec ces commentateurs, on retrouve le fameux décret de rupture absolue entre nature et société qui ressurgit et qui, apparemment, chez la plupart des philosophes, il faut à tout prix maintenir. Alors, faut-il voir, comme le disent ces commentateurs, dans les deux assertions défendues en même temps par Hobbes, sortie et poursuite, faut-il voir un paradoxe, voire une limite problématique de son matérialisme ? Eh bien, je pense que non, en suivant ce que explique Patrick Thor. Ce dernier est le premier à avoir rétabli une lecture, je pense, respectueuse des rapports entre état de nature, d'un côté, et état civil, c'est-à-dire entre conditions naturelles et société politique. Il explique que chez Hobbes, le passage à l'artifice est un passage naturel, ce qui n'ôte en rien à l'artifice la capacité de s'opposer à la nature dont il provient. En termes logiques, ce passage entre nature et culture équivaut à l'idée d'une continuité réversive. Et c'est bien le cadre, je pense, le cadre matérialiste de l'explication de Hobbes. Alors, à présent, je vais expliquer le cœur de mon propos, qui est d'expliquer en détail l'explication de Patrick Thor par rapport à ce fameux passage, ce passage de la nature à la convention qu'on trouve chez Hobbes. Comme le savent ceux et celles habitués à la pensée du philosophe anglais, l'état de nature correspond à la guerre de tous contre tous. Cet état caractérise la condition naturelle du genre humain. C'est le résultat d'une liberté sans contrainte où, naturellement, chaque homme n'obéit qu'à sa propre et instinctive passion d'étendre son pouvoir et de satisfaire ses désirs à la totalité des objets de la nature. Là, je fais une parenthèse parce que souvent on trouve l'idée que ce qui est important dans l'anthropologie de Hobbes, c'est la peur. Là, en fait, si on lit vraiment Hobbes, c'est pas la peur, c'est le désir. C'est la marche continuelle des désirs, la marche continuelle en avant des désirs. Et qui trouve, comme c'est un mécanisme, qui trouve l'autre en face de lui. Et donc qui est potentiellement conflictuel. Et donc ce désir, cette marche toujours en avant de la quête de satisfaction, a pour conséquence que l'homme reçoit potentiellement de la nature un droit naturel de mettre à mort tout congénère qui, mu par les mêmes désirs, ferait obstacle à la réalisation des siens. Comme on l'a dit, c'est bien ce droit de nature, le droit naturel, d'éliminer son semblable, ce qui fonde la situation de guerre généralisée que décrit Hobbes. Or, ce droit est aussi par nature réciproque et égal, comme je viens de l'évoquer en fait. Il n'est pas question ici d'un quelconque droit du plus fort, puisqu'il est établi par Hobbes que le moindre des hommes peut entièrement abattre et détruire les plus puissants. Il ne faut pas beaucoup de force pour ôter la vie à un homme, dit Hobbes, et personne ne peut dire qu'il sera toujours le vainqueur d'un conflit. De là naît logiquement une défiance universelle entre les hommes, et qui est liée à un état de nature où chacun peut disposer à son gré de la vie de tout autre individu dont l'élimination lui serait avantageuse. Cependant, l'homme, à la différence des bêtes, est en même temps, et aussi par nature, doué de raison, de réflexion. C'est ce que Hobbes nomme les lois de nature. Cet homme peut donc potentiellement prendre conscience de la réciprocité du risque de mort lié à l'état de nature dans lequel il vit. Ces lois naturelles sont donc cette véritable ressource disponible en chaque homme. Elle conseille à chaque homme, elle lui commande pas, elle lui conseille, en son fort intérieur, de ne pas faire à autrui ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. Finalement, là, on retrouve une morale qu'on trouve aussi dans toute religion, qui est celle de ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. On trouve ça chez Kant, on trouve ça dans la Bible. Je ne sais plus comment on appelle ça dans la loi. Enfin bon, c'est une loi de ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, comme je l'ai dit.
Autrement dit, elle conseille à tout homme d'abolir le risque de mort, ça revient à ça, pour protéger sa propre existence. Car finalement, il n'est pas d'autre issue que de chercher à mettre durablement un terme rationnel à cet état mortifère d'une nature en contradiction avec elle-même, puisque conduisant inéluctablement à la mort individuelle, cette grande ennemie de la nature, pour reprendre les mots eux-mêmes de Hobbes. Et donc, la résolution de mettre un terme à l'état de guerre, de tous contre tous, procède en quelque sorte d'une sorte de protestation de la nature elle-même, puisque, ayant pour fin la conservation de la vie, mais d'une nature humaine qui s'est réflexivement corrigée de ses contradictions. C'est-à-dire contradiction dans le fait que chaque homme cherche à vivre, à poursuivre dans son existence, mais il rencontre face à lui un autre homme qui peut le mettre en danger et qui a la même soif de poursuivre son existence. Dans ce processus autocorrectif, qui est donc lié à la raison naturelle, la nature humaine doit renoncer à finalement une part d'elle-même, qui était la faculté pour chacun d'accroître sa vie en donnant la mort, potentiellement. En contrepartie, l'avantage réside dans un accroissement vital, dans la durée, dont le prix personnel consiste dans ce que nous nommerions aujourd'hui un renoncement pulsionnel, un renoncement d'un désir. Dans cette balance entre perte et avantage, les lois de nature font éclater la contradiction du droit naturel, qui réside, comme on vient de le dire, dans le risque de mort inhérent à la précarité de la vie, et contredisant finalement pour chacun la préservation paradoxale durable de sa propre existence. Il faut être attentif à l'idée que ce que nie la loi de nature, ce n'est non pas le droit naturel dans son entièreté, mais plus partiellement l'illimitation propre au droit naturel. C'est-à-dire, ce qui est nié, c'est la coïncidence du champ du droit naturel, cette coïncidence de son champ d'application à la totalité de la nature. Et donc la création d'un domaine particulier qui expulse le droit naturel. Ainsi, ce droit subsiste finalement en partie dans ce qui, à l'intérieur de lui-même, ne s'oppose pas aux lois de la nature et à la poursuite raisonnée de la paix. Et ça, c'est cette part qui subsiste, c'est le désir de chacun de conserver sa vie et de se défendre, qui jusque-là, remarquons-le, ne passait que par la violence et l'attaque. Et donc, à la violence répond, avec les lois de nature, la paix. Dans ce passage de l'état de nature à l'état civil, dont les lois de nature sont le vecteur de changement, il s'opère une transformation qu'on peut dire qualitative, mais sans rupture ni saut. Si cette transformation est qualitativement différente, puisqu'elle équivaut au commencement d'un nouveau droit, un droit politique civil qui n'est plus naturel, c'est qu'elle contredit l'ancien par une synthèse nouvelle qui élimine l'élimination qui était potentiellement là dans l'état de nature et qui était contenue dans le droit naturel. Là où la nature divisait les hommes, l'état civil, désormais, les réunit. C'est en fait une dialectique du continuisme réversif qui peut paraître compliquée en l'expliquant, mais que je tente le mieux possible de vous expliquer. Il y a une négation de la négation, il y a une élimination de l'élimination. Donc l'accès à l'état civil est un dépassement de la nature qui conserve et abolit en même temps, c'est la dialectique, qui conserve et abolit en même temps. Et là, il s'agit bien d'un renversement de la nature elle-même, car si toute élaboration culturelle s'effectue à partir de la nature, l'opérateur, la mutualité réfléchie du danger que permet la raison, appartient à une nature qui, chez l'homme, comporte l'aptitude rationnelle à s'y opposer. En d'autres termes, cette instauration d'une législation civile où le meurtre est exclu, le passage donc à l'artifice instaurateur de la paix, est un passage naturel, fondé sur une loi naturelle, portée par une faculté naturelle, qui est la raison, laquelle inaugure un ordre qui s'oppose pourtant à cet état de nature, en tant qu'état de guerre, et au droit naturel en tant que droit de mort.
Et pourtant, cela résulte historiquement et naturellement d'une situation originelle. En bref, si la nature autorise le meurtre, la condition politique l'interdit. Alors là, j'ai essayé de retracer ce qu'est le cœur du passage chez Hobbes, dans Léviathan et dans d'autres ouvrages, entre nature et politique, ce qu'on pourrait appeler la civilisation aujourd'hui. Et là, j'aborderai deux idées reçues qui, en particulier, se rencontrent souvent de nos jours et qui contribuent à obscurcir le dévoilement chez Hobbes de cette dialectique de la nature, puisqu'il s'agit bien de ça, d'une dialectique de la nature, que je viens de tenter d'expliquer. Ces idées reçues concernent la caractérisation de l'état de nature, d'une part, et le statut du langage, d'autre part. Si l'on en croit l'interprétation dominante, la condition naturelle serait chez Hobbes une abstraction qui ne relèverait aucunement d'une physique des passions. Par conséquent, l'état de nature hobbésien serait dans le fond une impossibilité empirique, puisque en réalité, cette condition naturelle des hommes, l'état de nature, ne menacerait en réalité plus les sociétés civiles. Selon ces commentateurs, la condition naturelle aurait simplement correspondu à une situation originaire qui se serait achevée avec l'apparition historique des sociétés politiques. Pourtant, Hobbes déclare en toutes lettres dans Léviathan que l'état de nature est une déduction faite à partir des passions et confirmée par l'expérience. De plus, caractériser l'état de nature, comme le font ses commentateurs, comme un état pré-social, c'est confondre l'absence de relations sociales avec l'absence de conditions politiques. Et c'est justement ce que ne fait pas Hobbes. En effet, pour lui, l'homme, dans sa condition naturelle, n'est pas antérieur à la socialisation. Hobbes ne tombe pas dans l'erreur fondamentale de croire que l'espèce humaine aurait pu vivre à l'origine sans société. Autrement dit, il n'est pas Rousseau. À la différence de ce dernier, Hobbes ne part pas d'un individu originairement isolé pour ensuite composer peu à peu les relations sociales et politiques. L'anthropologie hobbésienne part d'une réalité où l'homme a depuis toujours été sociable. Et sociable ne veut pas dire politique. Politique, c'est souveraineté pour Hobbes. Par conséquent, donc, l'état de nature décrit par Hobbes n'est pas une absence de relations sociales, et pour une simple raison de toute façon, puisque l'homme ne peut logiquement vivre dans une situation conflictuelle, généralisée, qu'en relation avec autrui. Si chez Hobbes, l'état de nature peut paraître comme une sorte d'abstraction théorique, c'est non pas parce qu'il s'agit d'une pure fiction, sans correspondance empirique, mais au contraire parce qu'elle est une réalité, cet état de nature anthropologique, c'est-à-dire un invariant de la condition humaine en dépit des variables empiriques et historiques secondaires. Par conséquent, contrairement à un temps fictif qui n'aurait jamais réellement existé, le temps de l'état de nature est celui de la seule réalité douée d'une continuité inaltérable. À ce propos, il est significatif que dans Léviathan, encore une fois, Hobbes préfère parler de conditions naturelles du genre humain plutôt que d'état de nature. Ce changement de terme pour désigner la même chose a l'avantage de souligner le fait qu'il s'agit d'une situation durable et actualisée, c'est-à-dire d'une réalité anthropologique qui ne peut être ni en contradiction avec la vérité effective des choses, ni affirmée par l'expérience. Alors il est vrai que lorsque Hobbes parle, notamment dans le chapitre 13 du Léviathan, d'état de pure nature, c'est ce qui a été traduit en français, je vous épargnerai le mot anglais, puisque l'anglais et moi c'est deux choses différentes, d'état de pure nature, il semble à première vue se contredire. Cette pureté d'état de nature semble contredire l'idée que l'état de nature renverrait à un état finalement déjà social. Au niveau des apparences, il y a là une sorte apparemment de paradoxe que reconnaît d'ailleurs lui-même le philosophe lorsqu'il déclare « Incidemment, on peut penser qu'il n'y ait jamais eu un temps comme celui-ci, l'état de nature, non plus qu'un semblable état de guerre. Et je crois que d'une façon générale, il n'en a jamais été ainsi à travers le monde, mais qu'il y a beaucoup d'endroits où l'on vit pourtant ainsi. » Dans ce passage, il faut être attentif au fait que Hobbes utilise un procédé rhétorique
rencontré à plusieurs moments dans son ouvrage, et qui consiste à s'adresser à lui-même une objection relative à l'impossibilité, soi-disant logique, ou au caractère inactuel de l'état de nature. En effet, puisque l'état de nature est une situation où domine le droit de chacun sur toute chose, entraînant la lutte de tous contre tous, et obligeant à combattre sans cesse partout et d'une manière incessante, Hobbes devrait présenter un cas idéal d'un état de pure nature, conduisant à un conflit sans entrave et par conséquent, finalement, à l'annihilation finale de toutes les parties en guerre. Or, le philosophe rétorque à cette objection qui lui est faite, à cette objection que finalement la guerre de tous contre tous, cette lutte perpétuelle impliquerait une destruction finale. Il précise justement que ça n'aboutit pas par une destruction, mais au contraire par un conflit perpétuel et une situation de précarité constante. On retrouve ce même procédé rhétorique, argumentatif, lorsque Hobbes prend à revers les critiques qui nient le fait que l'état de nature se prouve par l'expérience, comme pourtant le philosophe l'affirme. Hobbes leur rétorque que ce sont pourtant les mêmes individus qui nient vivre dans une telle condition d'état de nature, c'est-à-dire de défiance généralisée, souvent dans l'intention de ces critiques de préserver l'idée d'une grâce divine accordée par Dieu aux hommes. Ce sont ces mêmes qui se contredisent dans les faits lorsqu'ils bouclent leurs portes, verrouillent leurs coffres, en comptant sur la loi civile et les agents publics armés pour punir tous ceux qui voudraient leur faire du tort. Par ailleurs, lorsque l'évêque Bramall conteste à l'époque de Hobbes, il y a une confrontation entre Hobbes et Bramall à cette époque, notamment sur liberté et nécessité. Mais là, Bramall attaque précisément Hobbes sur l'état de nature. Bramall dit que l'état de nature est contesté par le caractère historique qu'il faudrait soi-disant lui donner. Parce qu'il n'y a jamais eu d'époque où l'humanité fut sans gouvernement, sans loi, sans société. Donc finalement, ça vient à dire que Hobbes est un idéaliste. Pourtant, le philosophe lui répond en substance. C'est sûrement vrai si l'on cherche un âge de l'humanité qui corresponde idéalement à cette condition naturelle, de pur conflit. Pourtant, poursuit-il, cela n'empêche aucunement que les cas empiriques et historiques abondent. C'est notamment le cas dans les situations de guerre, donc, on l'a vu. Par conséquent, répond ironiquement Hobbes, en s'adressant directement à l'évêque, on trouve presque à toutes les époques des multitudes d'hommes sans loi, mais cela s'écartait un peu trop peu de votre compréhension pour que vous ayez pu le percevoir. Hobbes ajoute, dans d'autres parties, que cet état de nature, pourtant, soi-disant impossible historiquement, on la trouve dans la description dans le passé comme dans le présent. Il mentionne, Hobbes, le cas des guerres de religion, par exemple, car, dit-il, il n'y a pas de guerre plus âpre que celles qui sont menées entre sectes d'une même religion ou entre factions d'une même république, là où l'antagonisme concerne la doctrine ou la prudence politique. Hobbes cite aussi, en exemple, les tribus indiennes du Nouveau Monde. À cet égard, il s'inspire des récits de voyage des jésuites et des historiens de son époque. Alors, il a certainement eu des renseignements sur les indigènes d'Amérique, les Indiens d'Amérique du Nord, puisque son mentor, Lord Cavendish, possédait des terres en Virginie. D'autre part, par ailleurs, précisons que Hobbes n'est pas sans savoir qu'il existe une structure sociale élémentaire au sein des tribus d'Amérique du Nord ou dans les sociétés primitives contemporaines, que ce soit en Amérique ou en Europe. Mais pour lui, justement, cette situation équivaut à l'absence de souveraineté, de politique de puissance commune. Puisque l'état civil signifie l'existence d'une condition politique, donc synonyme de souveraineté, et non pas simplement de relations sociales qui peuvent être le contraire de la politique, c'est-à-dire la guerre. Il y a une très grande différence entre, d'une part, une sociabilité très générale et très peu solide, caractérisée par le fait que les hommes se rencontrent et se réunissent, comme c'est le cas effectivement à l'état de nature, et d'autre part, la nature définie et stable des sociétés politiques, où l'on vit sous une puissance commune.
et où la loi civile veille à ce que ça le demeure. Donc Hobbes explique qu'une famille ou un clan ne constitue pas, à proprement parler, des États, ni ne doivent être appelés politiques. Et c'est le cas dans toutes les contrées où les hommes vivaient en petites familles. En petites familles, dans les sociétés primitives, sans législation civile, sans gouvernement. Ce caractère invivable de l'état de nature ne signifie donc pas qu'il soit une impossibilité logique, encore moins une impossibilité empirique. Bien sûr, cela implique au préalable de respecter l'intégrité du propos de Hobbes. C'est-à-dire que ce propos exclut que l'idée soit radicalement associable, que l'homme soit radicalement associable, même si domine le conflit et la rivalité. Et c'est sans doute l'idée d'insociable sociabilité qui illustre le mieux la réalité décrite par Hobbes à l'état de nature. Alors, insociable sociabilité, c'est un terme d'origine kantienne, donc anachronique, mais elle met en évidence une contradiction propre à la nature qui, en même temps, cette nature associe les hommes et les oppose. En termes hobbésiens, l'homme est un loup pour l'homme, autant qu'il peut être un dieu pour son semblable. Les deux formules sont vraies, comme l'explique le philosophe dans l'épigraphe de l'un de ses ouvrages intitulé « Du citoyen ». Dans la première formule, l'homme est un loup pour l'homme, c'est la défiance généralisée qui prime, alors que dans la seconde formule, l'homme est un dieu pour l'homme, s'instaure la reconnaissance de l'autre comme semblable. C'est l'invention du politique, notamment. Il s'agit donc d'exclure à aucun moment le fait que l'homme est un loup. Il s'agit simplement de reconnaître une contradiction à laquelle la condition politique doit apporter une réponse viable. Hobbes, à ce titre, parle de l'État comme d'un Dieu mortel, garantissant le bien-être de tous et de chacun. Et c'est ce Dieu mortel, qui est aussi un paradoxe, et pourtant c'est ce que raconte Hobbes, illustre la nature artificielle de la politique, et montre que cette mortalité, que l'état de nature, la sortie de l'état de nature n'est pas irréversible, n'est pas absolument définitive. En effet, puisque les hommes demeurent des corps naturels, même en devenant citoyens, le risque infractionnel d'un retour à l'état de nature est toujours possible. Là encore, pas de rupture dans le passage de l'état naturel à la condition politique, mais un effet de rupture. Un effet de rupture est encore déterminé par la nature. Une autre idée consiste à doter le langage d'un statut fondateur. On a voulu faire de Hobbes un nominaliste radical, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse catégoriquement d'établir une correspondance entre le monde objectif et les concepts. Or, comme le rappelle Jean Bernat, qui fut un grand connaisseur de la pensée du philosophe, Hobbes suit de près Aristote. Il suit quasi littéralement le philosophe lorsque Aristote écrit que l'expérience ne fournit aucune conclusion universelle, ou lorsque Aristote dit aussi que la vérité consiste en ce qui est dit et non pas dans la chose elle-même, car le vrai et le faux sont des attributs de la parole et non des choses. En effet, les choses restent indifférentes à ce qu'on peut dire le langage. C'est donc bien une tradition aristotélicienne qu'appartient à Hobbes, sans qu'il y ait besoin d'y voir un divorce avec une approche épistémologie réaliste, qui était celle d'Aristote. On peut dire donc que le philosophe anglais utilise d'une façon modérée des arguments étiquetés nominalistes afin de les mettre au service de son matérialisme. Comme il me reste peu de temps, je vais essayer de conclure plus rapidement. Allons-y. Il faut conclure que mon intervention en abordant un aspect essentiel qui contredit l'opinion selon laquelle la souveraineté politique serait une décision métaphysique, un conventionnalisme juridique. C'est ce que disent pourtant la majorité des commentateurs. Ils disent que Hobbes, le système de Hobbes ne renvoie pas à une théorie des passions, à une physique d'où la politique serait le remède. Or, leur définition à ces commentateurs de physique est pour le moins problématique, voire curieusement anachronique. En effet, il ne faut pas confondre une science des passions humaines, une science physique, une science des passions humaines, avec le souhait de reconstruire la genèse réelle des États en termes d'histoire. Pour le philosophe anglais, la constitution d'une science politique ne repose pas sur l'histoire,
puisqu'elle a pour but, au contraire, de s'opposer à tous les aléas des passions humaines et aux changements historiques, qui sont pour lui une source de désordre et de mise en péril de la stabilité des sociétés. C'est pourquoi, dans la démarche qui est la sienne de constituer une science politique, Hobbes n'assigne pas une origine ou un mouvement historique précis pour le passage de l'état de nature à l'état civil. Il décrit un processus illustrant le passage toujours à renouveler du genre humain vers la condition politique. Hobbes n'est donc pas Marx. À la différence du philosophe anglais, Marx pense le rôle de l'État souverain en termes de transition historique. Et même si le marxisme reconnaît que l'État occupe un rôle important dans les processus d'émancipation, il pense néanmoins illusoire de croire que l'on pourrait résoudre juridiquement et par la puissance de la loi les contradictions matérielles de la vie réelle reposant sur la lutte des classes. Autrement dit, Marx n'a pas l'illusion d'arrêter par l'instauration d'un Léviathan moderne l'histoire politique des hommes, qui ne peut se poursuivre que jusqu'au communisme. Cela renvoie à un enjeu général plus fondamental, qui est celle de toutes les sociétés démocratiques, qui est celle de Marx, mais aussi un enjeu de Hobbes finalement. Assurer un État politique stable, garantissant de façon durable les droits réciproques, tout en restant ouvert à la dynamique du changement. Et c'est encore une fois Patrick Thor qui a évalué avec justesse cette problématique hobbesienne, en relevant l'existence d'un conflit des modèles. Ce conflit, non résolu chez Hobbes, réside entre un savoir universel, pensé comme intemporel, d'une part, et un savoir tenant compte de la contingence des passions humaines pour tenter d'y répondre. En effet, comme artisan du corps politique, l'homme, instigateur des droits et des devoirs, peut donner lieu à l'idée d'une science pure de l'État qui se construirait sur le modèle d'une mathématique exempte de controverses et de disputes. Donc la science politique s'adosserait à une sorte d'idéal mathématique qui permettrait finalement de clôturer, par la puissance de la loi, les contradictions matérielles de la vie réelle. Et à ce titre, Hobbes a pu rêver d'atteindre une sorte de vérité absolue en politique, au détriment de l'idée selon laquelle toute vérité absolue est finalement la somme de vérités relatives. Or, la nature étant ce qu'elle est, imparfaite, puisque ontologiquement finie en tant que corps naturel, Hobbes, d'autre part, et en même temps, prend la mesure de la constance des passions et des infirmités humaines, lesquelles tendent toujours à favoriser la dissolution du gouvernement et un retour infractionnel à l'état de nature. Et donc en même temps, la politique reste la science d'un corps sans cesse traversé de passions naturelles, qui restitue constamment l'opacité du corps physique. Gouverner durablement implique donc, de ce côté, un apprentissage des signes naturels, c'est-à-dire un déchiffrage du genre humain. Par conséquent, la prétention d'une science politique parfaite, régie par la rationalisation des géomètres, est donc remise en question par une sorte de principe de réalité qui déçoit constamment l'idéal de certitude mathématique qu'avait Hobbes. Ce n'est dans les Léviathans pas un compas de géomètre que tient dans ses mains le souverain, dans la figure, l'illustration au début de Léviathan. C'est le glaive et la balance, les attributs de la justice. C'est pourquoi, et c'est la conclusion du texte de Patrick Thor en 78, l'homme, puisqu'il est en même temps la matière et l'artisan du corps politique, ne peut réellement prétendre qu'à la détention d'une science non pas pure mais mixte, c'est-à-dire effectivement d'une physique de l'État, basée sur une science des passions. Alors est-ce que j'ai le temps de faire un résumé de tout ce que je viens de dire ? Oui, ça prend 2-3 minutes, ok. Alors, je vais essayer de résumer, puisque c'est un peu ample ce que j'ai raconté. Ce que je voulais dire, c'est que le passage chez Hobbes entre la guerre généralisée qui caractérise l'état de nature et la société civile, ce passage entre l'état de nature et la société civile a toujours été pensé sur le mode d'une rupture et de l'instauration d'un ordre définitivement autre que ce qui l'a précédé, d'une sortie pure de l'état de nature où on ne reviendrait pas, la sortie définitive. Or, Patrick Thor renouvelle profondément les analyses du contrat social en découvrant que chez Hobbes, le passage de la nature à la convention est au contraire un passage naturel. C'est la réflexion naturelle, donc naturelle, les lois de nature, sur la sur la réciprocité permanente du risque de mort, qui décide en chacun
de l'opportunité ou non, pourtant de l'opportunité cruciale de préserver sa vie, et donc de la nécessité du renoncement de tous au droit individuel d'infliger la mort, ce qui aboutit à l'idée de souveraineté, de puissance commune. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors on va passer aux questions. Sur Internet, ceux qui nous regardent peuvent poser aussi des questions. On regardera et puis on pourra les poser à l'intervenant. Eh bien, à vous. Ah ben, dans ce cas-là, moi j'ai une question. Ah bah je vais. Mais alors, c'était parce que merci, c'était très intéressant et vous avez parlé, vous avez dit que par exemple Aristote se servait donc, naturaliser en fait les inégalités sociales par la philosophie et vous avez expliqué que c'était pas du tout la même chose chez Hobbes qui contestait en fait cette naturalisation des inégalités sociales. Et pourtant, une question qu'on peut se poser, c'est de se dire pourtant, même dans la société dans laquelle vivait Hobbes, il y avait bien des inégalités sociales. Et donc si l'État doit corriger les imperfections de la nature, comment expliquer que l'idée ne soit pas, et tu finiras Hobbes probablement, que l'État pourrait lui-même produire de nouvelles éventuellement inégalités dans cette... Bon, j'essaie de... C'est-à-dire que ce qui est un paradoxe, c'est l'idée qu'on trouve souvent de dire que puisque l'homme est un animal politique, on trouve beaucoup ça chez les gens de gauche, l'homme est un animal politique, donc c'est très simple de dire ça et ça permet de tout de suite déboucher sur une démarche militante si on veut. Or, Hobbes a ce site particulier qui nous renverse l'esprit en disant que cette naturalité de la politique ne va pas de soi en fait, et que si l'État, pour lui politique c'est donc souveraineté étatique, ça n'a rien de spontané, c'est un effort. Et cette idée de naturaliser, de dire que l'homme est un animal politique, et pour lui est en fait un paradoxe, c'est en fait le meilleur moyen pour tout pouvoir politique de naturaliser son pouvoir. Et donc de faire oublier qu'en fait il s'agit d'un processus, d'instaurer un État qui ne va pas de soi et qui est un effort et qui passe par un contrat social. Comme je le disais, finalement, on peut penser, si l'homme est un animal politique, pourquoi alors le besoin d'État et pourquoi l'histoire politique mais j'ai l'impression que ça ne répond pas à votre question, en fait. Sur l'inégalité, l'État engendrerait une nouvelle inégalité. Certes, mais... à l'époque de Hobbes, pour lui, tous les hommes, il part d'un postulat que tous les hommes sont égaux. Comme je le dis, il n'y a pas d'injustice. L'état de nature n'est pas injuste. La justice renvoie à un état social, à un état politique. L'état de nature, il faut voir que le paradigme, c'est le mécanisme. Un homme est un corps naturel et il essaye d'assouvir son désir d'existence, de poursuivre son existence durablement, et il rencontre d'autres hommes. Donc, si vous voulez, Hobbes part de l'individu et pas du groupe. Et justement, l'intérêt, qui peut être limité par rapport à des gens comme Marx, bien sûr, mais l'intérêt, c'est de voir comment il parle de l'homme, d'un conflit interindividuel, et qu'il explique quelque chose qui débouche sur la politique, sur l'idée de communauté politique avec des intérêts généraux. Et donc, si l'État est susceptible d'être injuste, pour Hobbes, ça veut dire simplement qu'il perd, je dirais, et des spécialistes me contrediraient certainement, mais je dirais que Hobbes dirait que l'État, s'il devient injuste, perd sa justification. Le but de l'État, pour Hobbes, c'est le bien public, c'est le salut du peuple. Et s'il est injuste, il perd son pouvoir. Et finalement, c'est un retour à l'état de nature. Et donc, finalement, Hobbes pense que l'État en lui-même, la souveraineté étatique en lui-même, est la réponse juste. Et ne peut pas être injuste. Hobbes, ce n'est pas Marx. Et que c'est toujours préférable
à une guerre interindividuelle. Et donc, à l'époque, c'est peut-être une vision limitée, mais à son époque de guerre de religion, où chacun se combat entre sectes religieuses, c'est une réponse. La paix, ce que je veux dire, c'est que Hobbes, c'est un penseur de la paix. Si c'est autre chose qu'un penseur de la paix, oui, on peut questionner sa théorie. Ma réponse n'est pas géniale, mais elle est ce qu'elle est. Oui, je vais vous demander, quand j'entends parler d'animal politique avec Hobbes, je sens moins la rupture épistémologique qu'avec l'animal moral de Kant, parce que pour Kant, c'est très clair, la nature, c'est tout ce qui est de l'ordre du déterminisme, c'est-à-dire des relations de cause à effet, de type pratiquement mécaniste, et avec l'homme commence la question du choix, de la liberté, de la morale et de la raison mélangées. Donc, je trouve qu'on ne sent pas cette rupture entre l'état de nature et ce qu'a construit l'homme, parce qu'il est libre. Mais en même temps, sa liberté, évidemment, étant limitée à celle des autres. Enfin, il y a la métaphore des arbres qui poussent droit dans une forêt parce qu'ils sont bien obligés de tenir compte des autres. Mais Kant ajoute qu'au-delà de cette nécessité de tenir compte des autres pour faire société, et d'une manière qui est fondée sur la raison, il espère qu'à un certain moment, l'homme lui-même cherchera cette loi morale uniquement en lui-même. Et ça sera cette recherche d'une loi universelle fondée sur la raison uniquement comme une nécessité en lui-même et non pas simplement pour vivre en société. Oui, il y a un passage où vous avez très bien résumé, et ça va peut-être éviter carrément tout ce que j'ai raconté. Oui, je ne vais pas vous parler de Kant, que je ne connais pas très bien. Disons que ce qui est intéressant, ce que je peux dire, au moins, en ayant lu Hobbes, c'est que chez Hobbes, les animaux peuvent délibérer. C'est intéressant, ça. Ils délibèrent, comme les hommes. Et la différence entre les hommes, les bêtes ont un pouvoir. Je pense qu'on peut le comprendre, qu'il y a une continuité et pas une rupture. C'est ce que vous dites en fait. Et vous dites que c'est un problème chez Hobbes, cette continuité plutôt que cette rupture. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et moi, pour moi, c'est justement très bien parce que pourquoi il faut instaurer une coupure entre l'homme et entre l'animal et l'homme. Ça se relie chez Hobbes en Hobbes entre l'animal et l'homme par la curiosité. Les animaux sont curieux. Eux aussi, ce sont des corps naturels qui rencontrent d'autres corps naturels. Et donc, il y a un désir, il y a une curiosité. Ce qui est en plus, et c'est le facteur peut-être qui intervient très bien, c'est que chez Hobbes, ce qui différencie l'homme et l'animal au niveau des passions, finalement, c'est la passion d'admiration, quelque chose qu'on retrouve chez Descartes aussi. La passion d'admiration, c'est-à-dire la passion qui forme, la passion qui permet d'être admiratif par rapport au monde et d'exceller à comprendre le monde et à remédier aux problèmes auxquels on a en face. Mais finalement, il y a bien une coupure chez Hobbes. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai, c'est ces lois de nature. Il faut attendre Darwin pour dire que finalement, ces lois de nature, même s'il n'y a pas une continuité simple entre Hobbes et Darwin, mais cette idée d'une raison naturelle, il faut finalement attendre Darwin ou avant les transformistes du 19e siècle pour dire qu'elles ne sont pas de création divine. Ces lois naturelles, finalement, chez Hobbes, elles sont dans le fort intérieur de chaque homme et sont de nature divine. Voilà. Je n'ai pas abordé ce passage-là, parce que ce qui est intéressant de voir chez Hobbes, c'est que malgré ça, ce ne sont pas des commandements divins, ces lois de nature, ce sont des conseils. Puisque l'homme vit dans un état de péché originel depuis la chute d'Adam. Là, il est très théologien, Hobbes. Et donc, il crée une sorte de séquence, pas historique, mais une séquence anthropologique, où l'homme est livré à lui-même, c'est très théologien aussi, ça, finalement, est livré à lui-même pour décider comment il peut remédier à un état de rivalité permanente qui existe depuis la chute ou l'expulsion ou le manque de savoir, où il est obligé de chercher par lui-même. Et donc là, ça, c'est vrai que c'est une coupure qu'il n'y aura pas chez les naturalistes qui vont reprendre cette idée de raison naturelle, ou déjà au XVIIIe siècle avec
on va dire des gens comme Condillac. Mais moi, je ne vois pas Kant qui, pour faire une saillie méchante, souvent on me disait que Kant congédie la métaphysique par la porte et il revient par la fenêtre. Et donc il y a toujours cette question de métaphysique qui n'est pas à sauver chez Hobbes. C'est un matérialiste. Et donc, voilà. Oui, bonsoir monsieur, merci pour votre exposé. Je voudrais revenir à Hobbes, matérialisme et politique. Je suis tout à fait convaincu de l'idée que Hobbes n'ouvre pas les portes au despotisme ou au totalitarisme. Je pense que ça, c'est un contresens. Néanmoins, il me semble, et en vous écoutant, ça confirme un petit peu ce que je pense, tout de même, le souverain, le prince, dans la pensée de Hobbes, joue un rôle assez, prépondérant, me semble-t-il. Et alors évidemment, certes, rien ne s'oppose à ce que la souveraineté soit, incarnée par le peuple. Ça, c'est une possibilité. Mais ceci dit, j'ai le sentiment, et bon, je ne suis pas philosophe, mais j'ai le sentiment que Hobbes était très éloigné de la démocratie. Je crois même qu'il a dit que la démocratie était la tyrannie de l'incompétence. Donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on est dans une sorte d'impasse avec le matérialisme de Hobbes. Merci. D'impasse dans le matérialisme. Non, pas si on prend le cœur de mon exposé, qui était de montrer ce passage naturel, de la nature à la convention. Mais effectivement, Hobbes n'est pas un démocrate. L'État, le souverain, le prince est fondamental puisque c'est lui le garant. Et donc en fait, le contrat social, c'est pas Rousseau. C'est pas une souveraineté populaire, c'est une souveraineté étatique. Ce qui est important de savoir, c'est de comprendre dans l'apport de Hobbes. À mon sens, c'est l'idée de souveraineté justement, pas populaire, qui est celle que les citoyens, enfin la multitude, contracte entre elles et devient peuple par le fait même qu'elle érige un pouvoir souverain au-dessus d'elle, qui légifère en leur nom. C'est l'idée de représentation. Mais on peut je veux bien faire de Hobbes pas démocrate, ce qu'il n'était pas, c'est vrai. Mais c'est le précurseur de la Révolution française dans plein de sens. Au niveau des idées de Rousseau, comme je l'ai dit, au niveau des Jacobins, c'est l'idée de représentation politique. À moins d'être un anarchiste, de dire que l'État c'est le mal, il y a une nécessité historique, c'est ce que dit Hobbes de l'État, de la représentativité historique. Au moins en marxiste, on pourrait dire qu'on peut s'entendre avec cette idée que tant qu'il y a la lutte des classes, cette idée de représentativité ne relève pas d'une démocratie directe. Mais bien sûr, je suis content déjà si quelqu'un dit que Hobbes n'est pas un absolutiste, ça évite les conneries de beaucoup, d'Hannah Arendt et tout ça, bien sûr, qui en font un despote, enfin un précurseur du totalitarisme, simplement parce que il y a une... Oui, enfin voilà. J'ai pas très bien répondu encore une fois, mais c'est pas enregistré en plus, donc ça va très bien. C'était peut-être pire avant, mais bon. Alors on a la question d'une internaute qui demande si Hobbes définit la place des deux sexes dans la société. Ah oui, c'est dans Léviathan et défini sur le rôle de la famille. Sincèrement, je ne me souviens plus ce qu'il dit. Il doit être assez conservateur. Non il faut... oui. Non, peut-être pas tant que ça, mais le rôle des deux sexes... Le rôle des deux sexes, il parle de la famille et le fait des enfants, par exemple. Dans Léviathan, dans la première partie du Léviathan, est-ce que le père... Oui, c'est une certitude, ça. Le père n'a pas la toute-puissance. Il y avait quand même l'idée qui circulait dominante, c'était que le paternel avait droit sur ses enfants, puisqu'il était le père naturel. C'était Dieu, une sorte de Dieu naturel. Hobbes, si mon souvenir est bon, dit pas du tout. Encore que je puisse me tromper et que ça soit exactement le contraire. Donc il faut... Désolé. Il faut aller voir le Léviathan. Dans les premiers chapitres où il parle de la famille. Je dirais quand même quelque chose qui est par rapport justement
à l'esclave. Hobbes, il dit que l'esclave, que le maître n'a aucun droit sur l'esclave, tout simplement parce que l'esclave a le droit de se révolter, parce qu'évidemment, il n'y a aucun contrat passé entre l'esclave et le maître. Et donc, c'est l'idée de contrat social. À cette époque, et même bien après, avec, comme je disais une fois par rapport à Locke, à cette idée anti-esclavagiste est quand même pas mal. Il dit que il parle de véritable droit à l'insurrection aussi, quand les gens n'ont plus de faim, ne peuvent plus manger. Tout ça, vous le trouverez dans le Léviathan, qui se réduit donc pas à l'absolutisme. Donc, encore une fois, il faut aller voir le Léviathan pour cette question-là, des deux sexes. Si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être rien compris, l'homme naturellement est animé de passion. Mais d'où elles viennent ces passions? C'est quoi? C'est pas du tout matérialiste, ça. Parce que elles sont données par qui? C'est Dieu qui donne les passions à l'homme, ou d'où viennent-elles? D'où ça sort, ça, si je puis dire? C'est les pulsions, oui, ce qu'on veut. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, Mais parce que l'homme est un corps naturel sensible. Ah oui. Bah oui. Comme les autres corps naturels, comme les animaux. Bon, il a un plus dont j'ai parlé, la passion d'admiration, mais parce que c'est un être sensible. Et donc, il est dans une expérience corporelle finie, la finitude ontologique, pour un mot prétentieux. C'est un corps fini, dans le temps et dans l'espace. Et c'est matérialiste parce que ses passions sont prises en relation avec l'autre, en relation avec son milieu. C'est un corps sensible. Alors la définition dans le décorporé de l'homme, c'est c'est un corps naturel. Bon, laissons tomber. Mais il y a une définition de l'homme du corps décorporé en latin. Mais tout simplement parce que, de toute façon, Hobbes ne pose pas l'origine comme ça. Il prend un fait que l'homme est un corps naturel, fini, avec des sensations, qui sont la source des passions, et qui ne sont pas de transcendance divine. La transcendance divine, c'est finalement, quelque part, ce sont ces lois de nature, dont je n'ai pas parlé, hein. Par respect pour Hobbes, non, je plaisante, mais qui ne sont pas si importantes que ça pour notre propos, en fait. Ou alors lisez mon livre. Alors oui, j'ai trouvé que la thèse sur Hobbes, qui ne serait pas quand même absolutiste, semble quand même assez audacieuse, parce que on peut penser que quand Hobbes dit que, par exemple, justement pour préserver la stabilité en fait du pouvoir, et que s'il faut que le pouvoir soit stable, qu'il faut vraiment limiter bien justement ces conflits, ces passions entre les différents groupes qui peuvent exister. Et quand on peut se dire que, par exemple, il me semble cette idée, par exemple, parfois même de contrôle très fort en fait des pensées. En tout cas des opinions, de leur expression. On peut se demander si vous avez dit à un moment que Hobbes proposait un État qui serait une communauté éthique. Est-ce qu'on peut vraiment parler de communauté éthique à partir du moment où le projet de la société, ça semble être la stabilité pour que personne ne s'entretue en fait? Est-ce que si c'est ça le seul projet en fait de la société, c'est vraiment une communauté éthique? Ben oui, je pense, puisque la morale, c'est une éthique de paix, plutôt que du conflit. Et c'est une éthique dans le sens qu'elle n'est pas spontanée et naturelle, qu'elle s'institue par des règles qui sont fortes. Et donc vous disiez que le fait que l'État en fait intervient dans la pensée des gens. Non, il y a la liberté de conscience totale chez Hobbes, hein. Totale. Sauf que le souverain, évidemment, est là pour... il n'y a pas la séparation entre l'Église et de l'État, bien sûr, au contraire, puisque le souverain à la fois tient la crosse de l'évêque et le bâton de la justice. Mais il y a une pensée totale par exemple, Hobbes dit que dans un pays musulman,
dans un pays musulman, un chrétien peut tout à fait, alors bien sûr, là, dans un pays musulman, par exemple, un chrétien doit extérieurement répondre, adopter les coutumes, mais en son fort intérieur, il n'est pas contre sa religion. On relève quand même la religion, qu'est-ce que c'est quand même? C'est une transcendance intérieure. C'est une vérité révélée intérieure. C'est ce que dit Hobbes. Donc il ne voit aucune contradiction avec le fait que, par exemple, un chrétien dans un pays musulman satisfasse aux coutumes musulmanes sans renier sa religion. Pour lui, c'est un paradoxe peut-être, mais c'est le meilleur moyen d'éviter les guerres de religion. La loi civile est là, il faut y obéir. Alors, il y a ce côté prescripteur. Mais le fort intérieur, on a une liberté conscience totale. Il s'agit toujours des gestes, par exemple pour la question du catholique, du chrétien, des gestes extérieurs de croyance. Et après, il y a l'État. Ce qui est important pour Hobbes, c'est éviter le retour à la guerre, éviter le retour à l'état de nature. C'est fondamental pour lui. Et donc, il faut une armée, il faut un État. Et ce qui est important, c'est que ce soit un État qui soit garanti par un contrat social. Bonsoir. Bonsoir. Merci. En fait, je voudrais prolonger la question qui a été posée tout à l'heure, parce que c'est ce qui vraiment, m'animait dans ce que j'ai écouté de votre part, et je vous en remercie d'ailleurs pour tout ce que vous avez pu dire sur Hobbes. Moi, évidemment, Hobbes, c'est un apport considérable dans la pensée philosophique pour passer de l'état de nature à l'état civil, donc, et lutter contre le droit divin, c'est quand même pas rien à son époque. Mais pour autant, voilà, alors moi, j'irai pas jusqu'à dire, en plus, je suis pas philosophe, mais que c'est un obscurantiste. Mais pour autant, il ne me paraît pas, en fait, utile dans notre pensée, dans notre combat, pour précisément tendre à inverser les choses. Alors moi, ce qui m'intéresse dans tous les dans tout l'état, en physique, en tout en réalité, ce sont les transitions. Comment passe-t-on d'un état stable à un autre état stable? Mais on sait que en fait, tout bouge en permanence. Et là où je crains que la pensée de Hobbes ne nous apporte pas grand-chose, en fait. Parce que, moi je vais résumer ça comme ça, mais je dirais qu'il a théorisé et il a apporté un vrai progrès pour sortir dans la pensée philosophique de l'état de nature à l'état civil. Et on aurait atteint un état stable. Et il dit précisément, vous l'avez dit d'ailleurs, en fait, il va falloir mettre en œuvre tout un système, une organisation pour que la mise en péril de l'état stable ne soit pas, enfin qu'il y ait une lutte contre la mise en péril de cette stabilité. Mais alors si on est là, nous en tant qu'êtres humains, pour dire, pardon, je croyais que ça s'adressait à moi, donc je commence à m'inquiéter. Voilà, précisément, on est dans un état, on va dire relativement stable. On a des lois, on a le respect à autrui. L'homicide, c'est quand même quelque chose qui est interdit par la loi. Bon, on y est là, voilà, on a atteint un état stable et alors on va se satisfaire de ça? Non. Comment précisément, puisque vous parlez de Hobbes, Hobbes peut nous aider dans la lutte pour passer d'un état qui ne nous convient pas, je pense tous ici, pour passer à un autre état social, dans une société communiste, d'égalité, de justice, de liberté. En quoi il nous aide? C'est ça la question que je me pose. Alors bon, évidemment, on peut peut-être faire l'ouverture vers Marx. Moi, je serais tenté de dire, et alors la dictature du prolétariat, pourquoi on n'en parlerait pas? Parce que la stabilité de l'État, ils ne vont pas nous le lâcher comme ça. Il va falloir batailler déjà. Et on sait très bien que cette transition, elle va se faire avec beaucoup de dégâts. Voilà. Et donc, en quoi Hobbes peut nous aider? Et sinon, ouvrir des portes supplémentaires et des fenêtres pour nous amener des arguments. Merci. Alors, peut-être que pendant que vous prenez votre souffle, je peux enchaîner sur une question du même genre. Ah non, j'ai oublié la question. Comme ça, rapidement. Non, mais en gros, moi, ce que je trouvais intéressant quand j'ai vu que l'université permanente programmait donc cette séance sur Hobbes, c'est que disons que dans la tradition, je parle avec un peu d'imprudence, alors je parle sous votre contrôle à tous et à toutes, j'ai l'impression que dans la tradition progressiste française,
la figure de Hobbes n'est pas très étudiée de manière privilégiée, j'ai l'impression de ça. Disons que par exemple, j'ai souvenir d'Althusser qui au contraire essaye quand il parle de la période classique, disons, essaye plutôt de tirer du côté du XVIIIe siècle matérialiste, Diderot, éventuellement Helvétius, Rousseau, bien sûr, dont vous avez dit beaucoup de mal par ailleurs, mais ça arrive aussi à Althusser d'en dire du mal également, notamment parce qu'il attaque aussi assez frontalement la question de contrat par ailleurs. Hein. Il trouve que c'est vraiment des choses... voilà. Bon. Et en même temps, ce qui m'avait assez surpris du côté des historiens, puisque moi c'est plutôt de ce côté-là que je me situe, quelqu'un comme une grande figure historienne britannique comme Hobsbawm explique bien par exemple que dans le progressisme, dans le marxisme britannique, au contraire, la figure de Hobbes a longtemps fasciné et a longtemps été particulièrement étudiée. Donc ma question c'était, disons, comment vous pourriez peut-être parler du rapport de Hobbes avec les progressistes, disons, au XXe siècle, au moins en France, disons, parce que c'est pas une figure spontanément comme ça. C'est vrai quand même que ça surprend un peu, parce que malgré tout, c'est vrai que la question que posait tout à l'heure notre ami que je connais par cœur mais dont le nom m'échappe sur le moment qui vous a posé la question, c'est vrai que la figure absolutiste quand même malgré tout de Hobbes, au début on a du mal à s'en détacher quand même, y compris quand on le lit de manière un peu superficielle, parce que le Léviathan fait partie de ces gros livres dont en général on connaît le titre, parfois un chapitre, le chapitre 13 que vous avez cité, puis après en général on s'arrête là, mais donc évidemment il y a une grande méconnaissance de Hobbes dans le public général. Donc voilà, c'était en gros le rapport entre ça. Et quant à la dictature du prolétariat, je pense que c'est un peu, on peut en parler, mais bon, mais là, il va nous falloir beaucoup de temps peut-être pour en parler. Oui, surtout que la dictature du prolétariat, c'est l'essence du marxisme, donc c'est pas très important si on parle de Marx. Mais c'était de l'ironie, évidemment. Parce qu'évidemment, la dictature du prolétariat, c'est ce que textuellement Marx dit. Il a dit qu'il n'a pas inventé la lutte des classes. La bourgeoisie le reconnaît d'ailleurs elle-même, la lutte des classes qu'il a inventée. Il dit ce que j'ai inventé, c'est l'idée de dictature du prolétariat qui mène au passage nécessairement au communisme. Voilà. Mais pour ce qui est l'intérêt de Hobbes au niveau du combat actuel, bon, il y a l'idée de retour, j'espère que j'ai fait comprendre, l'idée que dans le passage, il y a une possibilité toujours de retour à l'état de nature. Alors certes, maintenant on vit sous une souveraineté, on n'a pas besoin de Hobbes pour le penser, puisqu'il y a l'idée de lutte des classes, on va dire. Mais ce qui est important de savoir, c'est quand même, on va dire dans la gauche, ce serait de bien comprendre que l'État la question de l'État est à la fois une nécessité et contingente. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi, quoi. Et que le libéralisme, dans le combat actuel, le libéralisme s'attaque au service public en tant que... s'attaque à l'État en tant que service public. Et il y a cette idée chez Hobbes que l'État sert à une seule chose, au salut commun. Il reprend un vieux truc des Romains... juridique, c'est le salut commun. On peut se poser la question si l'État finalement existe toujours selon la perspective obésienne, c'est-à-dire garantir la paix sociale, un État qui est aux mains d'une minorité, d'une oligarchie. On peut se demander. On n'a certes pas besoin de Hobbes pour le penser, mais disons qu'il y a quand même cette idée-là que l'État est une question importante et qui ne va pas de soi, et que le libéralisme, c'est l'anti-étatisme par excellence. Pour la question en France, Althusser, j'ai lu un bouquin d'Althusser, enfin de ses cours de notes sur Hobbes, où ce qu'il avait l'air de dire me paraissait très intéressant. Évidemment, c'est plus Rousseau, Althusser, mais ou Montesquieu, mais il parle de Hobbes. Alors il remet en cause l'idée de contrat social, parce que pour lui, évidemment, c'est individualiste, c'est des individus qui se rencontrent et oh l'horreur. Mais le problème de la réception, il n'y a pas un penseur des Lumières du XVIIIe siècle qui n'est pas une dette par rapport à Hobbes théorique, Diderot et bien d'autres. Rousseau, je l'ai dit.
Il faut attendre le 19e siècle, la fin du 19e siècle, pour qu'on retrouve la pensée de Hobbes avec la redécouverte de certains de ses écrits, surtout en Allemagne et évidemment en Angleterre. En France, évidemment, il y a l'héritage grandissime de Rousseau qui évite de passer par Hobbes, justement. Et donc on pense que Hobbes comme quelque chose de dépassé puisqu'il y a eu Rousseau après. Or les critiques de Rousseau sont infondées par rapport à Hobbes. Cette idée que l'état de nature, comme je l'ai expliqué, pour Hobbes c'est une anthropologie, c'est pas une période historique, donc ça sert à rien de critiquer l'état de nature qui n'aurait jamais existé, comme le fait Rousseau. Au XXe siècle, Hobbes, c'est quasiment, de ce que j'en sais, en France, n'a pas une réception formidable. C'est surtout en Allemagne. Il y a des réactionnaires qui reprennent Hobbes, à gauche aussi d'ailleurs. Il faut attendre vraiment les années 70, d'après moi, pour qu'on commence à s'intéresser, à redécouvrir Hobbes et à commencer à le traduire, à le retraduire. Le truc important, c'est par exemple la traduction du Léviathan par François Tricot en 1971, qui reste la traduction française la plus référencée et la plus correcte apparemment du Léviathan. Et donc il faut attendre les années 1970. Mais là aussi, ceux qui vont commencer à s'intéresser à Hobbes, il y a des gens honnêtes, que je dirais honnêtes, comme Jean Bernard, et il y a des gens beaucoup plus malhonnêtes qui utilisent Kant pour comprendre Hobbes, ou carrément qui utilisent des néo-kantiens ou des kantiens du 19e siècle pour comprendre Hobbes et en faire quelqu'un qui est finalement un idéaliste. Et donc le travail est difficile. Mais maintenant, en France, beaucoup de choses se font, évidemment au niveau académique, mais par ceux qui ont repris la traduction des œuvres complètes de Darwin, des œuvres complètes de Hobbes aux éditions Vrin. Quelqu'un comme qui a écrit justement Matérialisme et politique, dont le nom m'échappe. Et donc c'est aux mains de gens qui connaissent très bien l'anglais, etc., et qui sont honnêtes des gens qui justement parlent d'insociabilité, paradoxalement le terme kantien, pour dire voilà, ça correspond bien à ce que raconte Hobbes au niveau de l'état de nature, qui n'est donc pas un état pré-social, anté-historique. Donc j'aimerais bien retrouver le nom de cet universitaire, que je ne retrouverai pas, mais dont l'auteur, vous rechercherez Matérialisme et politique, qui est une lecture quasiment obligée dans toutes les cours de philosophie maintenant, avec un auteur moins recommandable qui s'appelle Zarka, et qui lui, justement en France, est lui qui comprend Hobbes en partant de Kant, des néo-kantiens, et qui a une malhonnêteté fondamentale dans sa démarche. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention, vos questions et votre présence physique ou sur Internet. Encore une fois, merci à tous. Et pour ceux qui nous suivent et les autres, n'oubliez pas, pour les améliorations sonores, notre souscription à la Fondation Gabriel Péri. Je vous remercie. Et j'en profite également pour vous informer, si vous ne le savez pas, que notre revue Cause Commune ces mois-ci fait son focus sur Marx. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.